Ndeko ya Congo Kinshasa yokelanga yena koyo. Malembe. Eve loterie édition 2026. Esi ebandi na ville ya Kinshasa mobimba e. Asuwa esi efungwami yaka kobeta deve loterie epai ya baprofessionnel na masolo etali deve loterie. Awa na bagence de voyage Eric Travel epai ya Nzambe Koko Yaya Jalalodin Mohamed ADG Eric Mwamba Nzambe na masolo ya deve loterie na Kinshasa mobimba. Obiso awa eradaka te plus de 2500 gagnants. Babimaka awa Kinshasa mobimba yebi. Mise en charge assurée, accompagnement, paix au voyager, okei mboka ya Oncle Sam. Famille d'accueil assurée na baeta nyonso ya mboka ya États-Unis. Année oyo, bavantage ezali ebele. Et surtout ce que vous gagnez. Tala yaka na Eric Travel bakokanga yo photo kitoko na banorme. O awa na Eric Travel bazali baprofessionnel na makambo etali photo pe traitement ya kosambeza te. Adresse na commune Limete 11e rue industrielle numéro 119 na entrée ya INPP kaka na immeuble Somida Oza Mobimba. Na commune ya Kalamu sur avenue Victoire numéro A20. Bongo na commune ya Ngaliema na UPEN sur avenue Marine référence église de la Borne. Na commune ya Masina sur boulevard Lumumba en face ya entrée Kimbuta okokuta biso wana. Na ba chance de voyage Eric Travel awa eratakate un coup une flamme méga okokangama. Ah Eric Travel ayo pardon na ba innovation. Le service national a procédé ce vendredi à la remise d'un premier lot de descendants à l'Institut du bâtiment et des travaux publics. Le monde a célébré ce vendredi 11 octobre la journée internationale de la jeune fille sous le thème Vision de la fille pour l'avenir. Il est temps de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information à la télévision de l'éducation, place au développement des titres. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré Silicon Village, un espace du groupe Texaf consacré à la promotion de l'entrepreneuriat et de l'innovation en République démocratique du Congo, dédié aux startups, petites et moyennes entreprises et aux grandes entreprises. Suivez cet élément pour plus de détails. Transformer la République démocratique du Congo en une société numérique intégrée, promouvant la bonne gouvernance, c'est le but du plan national du numérique Horizon 2025. Ce plan stratégique impulsé par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de prendre ses formes, avec notamment l'inauguration ce jeudi 10 octobre de Silicon Village, qui se veut le plus grand hub d'entrepreneuriat et d'innovation de la RDC et d'Afrique centrale. La cérémonie inaugurale a été présidée par le chef de l'État, qui a été salué à son arrivée par le ministre des Postes, Télécommunications et du Numérique, Kibassa, qu'entourait le staff dirigeant du groupe Texaf. Tout en rendant hommage au président de la République qui a rehaussé de sa présence la cérémonie, le groupe Texaf a exprimé sa fierté d'avoir inauguré Silicon Village, dont la mission est de devenir une plateforme essentielle pour les startups, les petites et moyennes entreprises et les grandes firmes cherchant à innover en Afrique centrale avec un fort accent sur l'impact social et économique, les infrastructures modernes notamment. Dans ce monde de circonstances, le ministre Kibassa a circonscrit l'importance du numérique en RDC sous le leadership du président Félix Tshisekedi. Silicon Village contribue également à incarner la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, faire du numérique le levier d'intégration, de croissance économique, de bonne gouvernance et de progrès social. Avec la mutation que connaît le monde, la technologie et le numérique sont au cœur de cette dernière, comme l'a si bien intégré son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans sa vision. Le chef de l'État a été convié ensuite à couper le ruban symbolique d'inauguration de Silicon Village. Il a visité les bureaux
et les installations du groupe Texas. Les couples présidentiels s'est entretenu à Kinshasa avec le parent d'Alexandra Diongo, jeune étudiante congolaise retrouvée morte à Québec, au Canada. Suivez cet élément pour avoir plus de détails. C'est une éprouvante nouvelle qui a consterné le pays entier et la communauté congolaise basée au Canada. Le décès tragique d'Alexandra Martine Diengo Lumbaye, une étudiante congolaise de 21 ans portée disparue depuis la semaine dernière, puis retrouvée morte dans une rivière, n'a pas laissé indifférent le couple présidentiel de son pays d'origine. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'accompagnait la distinguée première dame Denise Nyakeru, tous deux très abattus, ont voulu à travers ce geste exprimer leur soutien, à travers eux la compassion de toute la République aux parents d'Alexandra, inconsolables et visiblement bouleversés face à cette perte inacceptable. Le président de la République a dit qu'il va appuyer tous les processus parce qu'il faut mener l'enquête et que justice soit faite. Le président est vraiment, il sait qu'on ne peut pas toucher un seul Congolais. Lui-même, il a déjà dit, on ne touche pas aux Congolais. Tant qu'il est là, on ne touche pas aux Congolais. Alors, nous allons faire les démarches. Les démarches ont déjà commencé avec l'ambassade du Canada, ici en RDC, avec le ministère des Affaires étrangères, pour que la famille puisse aller voir le corps et continuer à mener l'enquête. Mais pour cela, nous sommes tellement contents d'avoir l'appui du président de la République et celui de la première dame. Le président, notre chef d'État, a dit qu'on doit continuer, qu'on doit mettre des avocats sur place, qu'on doit appuyer, on doit parler au Parlement canadien, qu'on doit rencontrer les élus canadiens. On doit aller plus loin dans l'enquête parce que, comme je vous dis, on ne touche pas à un Congolais. Tout à fait autre chose, le président de la Chambre basse du Parlement, l'honorable Vital Kamerhe, séjourne à Paris, la capitale française, pour une visite de travail le jeudi 10 octobre 2024. Il a eu un tête-à-tête avec son homologue français au Palais de Bourbon à Paris. Pour plus de détails sur cet élément de Ginelle Pézo. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, séjourne à Paris, la capitale française, pour une visite de travail. Le jeudi 10 octobre 2024, à la tête d'une importante délégation des députés nationaux, dont les rapporteurs Jacques Joly. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a eu un tête-à-tête avec son homologue français, Yael Braun-Pivet, au Palais de Bourbon. Plusieurs questions ont été au centre de leur entretien, notamment des questions liées à la vision stratégique commune, au partenariat rénové dans les domaines économiques entre les deux pays, à la nécessité d'une intervention humanitaire française au profit de la population meurtrie des Nord Kivu et des Lituri, ainsi que la réhabilitation des relations parlementaires et la constitution des groupes d'amitié et de travail entre les deux parlements. Tour à tour entendu le mot de bienvenue de Madame la Présidente, qui a situé cette rencontre et qui a souhaité que les relations entre la République démocratique du Congo et puis particulièrement ces deux parlements s'approfondissent dans les cadres de la diplomatie parlementaire et que le Parlement français est en train de se structurer. Il y aura un groupe d'amitié qui va, n'est-ce pas, se mettre en place, mais surtout elle a renouvelé l'invitation du Parlement français au Parlement congolais pour assister au sommet parlementaire de la francophonie qui aura lieu au mois de juillet de l'année prochaine. Le fond de notre séance de travail a tourné d'abord sur la nécessité de construire un partenariat stratégique entre la France et la République démocratique du Congo. Pour le président de l'Assemblée nationale, le peuple congolais ne sent pas suffisamment l'appui de la France pour un pays le plus important de la francophonie. Sur le plan de l'implication de la France dans la dynamique de la gouvernance économique, de relations diplomatiques, la France doit améliorer. Ça passe notamment par l'appui sans équilibrisme de la France à la situation qui se passe en République démocratique du Congo. La condamnation sans embâche
de l'agression dont nous sommes victimes de la part du Rwanda. Changeant des chapitres, le vice-ministre de la Justice en charge des contentieux internationaux, le maître Samuel Mebatanda, a transmis à la Cour pénale internationale un message d'indignation de la République démocratique du Congo concernant la lenteur dans les traitements des dossiers de la situation sécuritaire à l'est du pays. Pour plus de détails, suivez cet élément de Clarisse Chibanda. Nous venons d'avoir une réunion avec le procureur adjoint de la CPI ainsi que les membres du bureau du procureur. À travers cette réunion, nous leur avons délivré le message du peuple congolais à travers son gouvernement, le gouvernement souminois, mis en place par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est un message d'incompréhension et de colère qui a été transmis à la Cour parce que aujourd'hui, s'il y a un endroit dans ce monde où l'on peut trouver les crimes qui relèvent de la compétence de la CPI, l'endroit par excellence, c'est la RDC. Et le peuple congolais ne comprend pas pourquoi. Pourquoi, alors que les statuts de Rome permettent à la Cour d'agir même sans être saisie, mais la RDC a transmis 2 renvois de situation à la Cour et jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de réaction. C'est ce message que nous avons transmis, le bureau du procureur en a pris acte. Merci beaucoup. Le naufrage survenu sur les lacs Kivu et la question de la révision constitutionnelle, Justin Bahati pense qu'il faut créer un homme qui comprend le problème et trouve des solutions. Il est au micro d'Agati Mezi et Fanny Chiswaka. C'est très malheureux lorsque les gens parlent de vies humaines avec légèreté parce que notre gouvernement est habitué à faire des choses pareilles. Il faut attendre comment enterrer les gens au lieu de prévenir la mort de ces personnes. Nous demandons que les enquêtes soient faites et que ces enquêtes soient mixtes, madame. Que ça prenne en compte le gouvernement, le parlement et la communauté. Pourquoi la communauté? Parce que la communauté connaît la population. Le gouvernement va venir en populiste et demain on n'aura pas de procès. Qu'on commence par des responsabilités, le ministre provincial de transport, le ministre national et tous les agents affectés au port, comment ils ne peuvent pas maîtriser les effectifs déjà? Comment ils peuvent faire entrer les gens dans les bateaux sans manifeste? Quand on dit que le manifeste s'est noyé, c'est honteux. Manifeste, c'est géré par les passagers ou par les services permanents. Quelle est l'urgence et la nécessité pour revisiter ou réviser une constitution? C'est par rapport aux besoins de la population. Il y a l'exposé des motifs. Je ne sais pas si les gens ont le temps de lire ce texte qui n'est pas si grand. Il y a des fondamentales pour cette constitution. C'était des crises, des problèmes et consorts. Pour réviser une constitution, il faut qu'il y ait une raison fondamentale. À ce terme, quel est le besoin des Congolais? Le peuple congolais doit être vigilant. Et les dirigeants doivent être sérieux. Ils nous ont fatigués. Depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, nous ne vivons que la fatigue. Si les gens ne veulent pas être réunis, on va rester dans ça. Que les gens ne s'identifient pas aux individus. Moi, je suis des Katumbi. Moi, je suis des Kabila. Moi, je suis des Tshisekedi. Tous ces gens nous ont apporté quoi? On doit créer un homme congolais qui comprenne les problèmes du pays et qui comprenne qu'on doit aller à la voie des solutions collectives en réunissant tous les cerveaux, toutes les ethnies, toutes les tribus de la République. Et je suis sûr qu'on y arrivera. Il suffit d'être engagé et de refuser la corruption et de refuser des petits intérêts pour sauver la patrie. Toujours dans le même cadre, concernant la question qui touche à la révision constitutionnelle, l'analyste politique Arsène Mbumba pense qu'il n'est pas important qu'on modifie la Constitution vu les enjeux de l'ère. Il est au micro de Djibril Bakamba. Bon, vous savez, dans un pays où il y a au départ une constitution, tout est organisé et la constitution n'est pas une Bible ou un évangile qui ne doit pas subir une modification. On peut modifier la constitution s'il y a l'opportunité et s'il y a aussi la nécessité. Et donc, pour moi, la question ne me dérange pas trop par le fait que la constitution elle-même a prévu le mécanisme de sa révision. Nous sommes dans un pays démocratique, comme je l'ai dit. Chaque personne a sa propre opinion par rapport aux enjeux de l'heure. À mon niveau, je trouve qu'il n'est pas important
Donc, d'où je parlais de la nécessité et de l'opportunité. Vous savez que nous sommes dans un pays où il y a l'état de siège, l'état d'urgence qui a été déclaré à côté de l'est du pays, où il y a de guerre à tout moment. Et la Constitution n'a pas permis à ce qu'on puisse la modifier pendant l'état d'urgence ou l'état de siège. À son article 217, vous allez trouver que la Constitution interdit à ce qu'elle soit modifiée. Et donc, ça ne nécessite pas de vouloir la modifier pendant que le pays est en état de guerre. Et ça, c'est pour la nécessité. Maintenant, de l'opportunité, est-ce qu'il est important, est-ce qu'il est opportun, est-ce qu'il est temps, dans le contexte actuel, de modifier la Constitution? Ça, c'est une question cruciale. Comment vous voulez modifier la Constitution dès lors que la population elle-même ne se retrouve pas, la population ne sait pas renouer les deux bouts du mois, et donc le social de la population n'est pas reluisant? Comment vous voulez vous soumettre à un tel exercice qui, dès lors que la population elle-même n'a pas demandé à ce qu'il y ait la révision constitutionnelle? Comme annoncé au sommaire, le service national a procédé ce vendredi 11 octobre à la remise d'un premier lot de 200 bancs à l'Institut du bâtiment et des travaux publics, œuvre des anciens Koulouna transformés en bâtisseurs à Kanyama-Kassissé. Chinel Pezo pour le détail. L'Institut du bâtiment et des travaux publics, IBTP, a reçu un don significatif de 200 bancs de la part du service national. Cette initiative qui suit de donations similaires faites à l'Université de Kinshasa, l'Université de sciences de l'information et la Haute École de commerce de Kinshasa. Dans son speech, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik s'est donc reflète l'engagement de sa structure à contribuer à l'amélioration des infrastructures éducatives. En effet, sur instruction du chef de l'État et commandant suprême, le service national a entrepris la distribution gratuite des bancs pupitres dans les écoles publiques, les universités et autres établissements de l'enseignement supérieur du secteur public. La série a commencé à l'université de Kinshasa et s'est poursuivie à travers plusieurs institutions d'enseignement supérieur de la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, c'est le tour de l'Institut national du bâtiment et des travaux publics. La démarche se poursuivra jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'étudiants congolais qui suivent les cours debout ou qui sont obligés d'arriver dans l'auditoire à 5 heures du matin dans le seul but d'avoir une place pour s'asseoir. De son côté, le directeur général de l'Institut du bâtiment et des travaux publics s'est exprimé en ce terme pour ce don. C'est avec un immense honneur et une grande joie que je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie officielle de remise des bancs à l'Institut national du bâtiment et des travaux publics. En ce jour, nous sommes rassemblés pour un moment de solidarité et de renforcement de nos moyens de formation et d'encadrement de la jeunesse. S'en est suivi de la remise officielle de bons. La dite cérémonie a été clôturée par un échange entre le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik et les étudiants de l'IBTP et la visite de quelques bâtiments. Célébration ce vendredi de la journée internationale de jeunes filles sous le thème Vision de jeunes filles pour l'avenir. Pour en savoir plus, je vous laisse suivre le prophète Enoch Muyunga au micro d'Agati Mezi et Fanny Chiswaka. Pour cette journée internationale de la jeune fille, bon, vous savez, sur la terre, toute personne doit avoir une vision. Toute personne doit avoir une vision et la jeune fille aussi doit avoir une vision. En dehors d'avoir la vision de devenir mère, ou femme mariée, ou la vision d'être mariée, la jeune fille aussi doit développer une vision qui fera qu'elle puisse entrer par exemple dans l'entrepreneuriat. En plus d'être femme à la maison, il doit se lancer aussi dans l'entrepreneuriat. C'est une vision qui peut bien développer et s'asseoir calmement dans cette vision. Et bon, il y a beaucoup d'obstacles, déjà du point de vue éducation. Parce que une jeune fille doit d'abord être bien éduquée. Une femme doit être éduquée. Parce que les gens disent, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Et quand on éduque une jeune femme ou une jeune fille, c'est pour qu'elle devienne femme, ou que demain, à travers la femme, la nation soit éduquée.
l'obstacle majeur, c'est d'abord l'éducation. L'éducation de base que toute femme, toute fille doit avoir chez ses parents. Et puis aussi les études, ça fait partie de l'éducation. Aussi les églises, parce que les églises aussi contribuent à l'éducation de la jeune fille, à travers le CODIM pour les plus jeunes, à travers les affermissements, les enseignements. Et ça crée vraiment un obstacle terrible. Et puis une autre obstacle, c'est que il y a beaucoup de jeunes filles qui copient les autres. Ils veulent faire comme les autres. Vous voyez, si vous n'avez pas une vision pour votre vie, donc vous savez pas avancer. Si vous voulez copier l'autre, vous ne connaissez pas quelle est sa vision et vous risquez de copier aveuglement et finir mal dans ce que vous êtes en train de faire. Ça fait partie des obstacles. La jeune femme doit avoir une vision de développement, d'entrer dans l'entrepreneuriat et c'est là, ça passera par l'éducation chrétienne. La députée provinciale Eden Lumbu a lancé officiellement les travaux d'évacuation des immondices dans la commune de Makala. Pour plus de détails, suivez ces reportages de Ginelle Pizou. Soucieuse du bien-être non seulement de la population de Makala, mais aussi de toute la capitale, la députée provinciale de la ville de Kinshasa, Eden Lumbu, a donné le coup d'envoi des travaux de collecte des déchets dans toutes les communes de Kinshasa afin de poursuivre ces deux objectifs, notamment celui de rendre libre sa commune natale et de lutter contre les érosions. À cette occasion, la population de la commune de Makala a remercié l'honorable Eden Lumbu pour les efforts abattus. Ici, nous sommes à Makala, sur l'avenue Bagata, toujours dans le souci d'assister sa population. L'infatigable honorable Eden Lumbu n'a pas resté indifférente. Elle est passée ici pour constater ce qui se passe. Allez-y comprendre, il y a une société, je dis bien une société de l'État, qui a transformé les lieux où la population doit rester en paix, mais il a transformé ça en un lieu de décharge. En tout cas, moi soy Eden Lumbu ayebi musala tozo kumisaye fulo ezaki etondaki ya makasi mais sikoyo tomoni ke ba tracteur ye ebandi kotindika matiti wa toza na esengo makasi tozosepela tento bundi na ye na etumba mpo lelo alonga abima député na biso ya Makala me mingi balobaki mingi basekaki me mama azosala makambo odoki mwasi kati ya mibale tomoni mwasi me aza mobali kati ya basi me akende liboso tosengaka gouvernement na biso batia ye mpo bapesa ye makasi mpo lobi lisusu kuna akotika biso te tokopesi maboko akoleka kaka. À travers cette initiative, Eden Lumbu, autrement appelé Mwasi Nzambe, élu de Makala, sollicite l'appui financier et matériel du gouvernement provincial pour poursuivre les travaux qu'elle a amorcés de lutter contre les érosions et les inondations dans la ville-province de Kinshasa. L'inspecteur général de la police nationale congolaise a réceptionné 4 jeeps Pimpa-Neuf le jeudi à l'immeuble de la territoriale dans la commune de Lingwala. Pour plus de détails, suivez cet élément. Et le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Jacques Méchabani, qui a remis les clés de ses engins roulants de marque Toyota du plan Cruiser à l'inspecteur général de la police, Patience Mouchidi Yav. Le VPM de l'Intérieur, Jacques Méchabani, a salué la matérialisation de ces projets qui est à sa première phase. Aujourd'hui, nous sommes réunis autour de le vœu, le souhait et l'ambition de voir notre police mieux équipée. Nous avons un échantillon avec nous, nous en aurons encore plus demain, mais ces équipements doivent être utilisés à bon escient, ils doivent être entretenus, ils ne doivent pas faire l'objet de négligence. Et tout cela se fait à travers non seulement d'abord la responsabilité, après le contrôle, et lorsqu'il y a des bavures, la sanction. Moi, je voudrais qu'au niveau de l'inspection générale de la police, la sanction soit non seulement de rigueur, mais que vous ne preniez pas du temps à vous auto-sanctionner. Ce n'est que comme cela qu'on arrivera à atteindre les objectifs qui sont les nôtres. J'encourage l'inspecteur général de la police nationale pour l'initiative qu'il a prise et non seulement le fait qu'il ait réussi à mener à bon port ce projet
qui va dans le sens de nos souhaits de voir notre police nationale être équipée de manière à lui permettre à bien rendre ses obligations. Cette dotation qui intervient 12 ans après traduit la détermination du gouvernement à travers les ministères de l'Intérieur, équiper la police pour un travail de terrain avec des réalisations palpables. Et parlons de ces sujets qui touchent les Quinois depuis un temps relativement long. Le jardin botanique de Kinshasa s'est transformé en un lieu de prière en ignorant son axe scientifique qui a pour l'objectif de faire connaître au public les différents arbres de la République démocratique du Congo. Suivez ces constats faits par Géry Roméo Mamba. On s'y croyait à Manguengenge ou à Luzizila, où plusieurs personnes partent chercher Dieu en s'éloignant de leurs églises habituelles, alors que nous sommes au jardin botanique de Kinshasa, un lieu créé pour faire connaître au public les différents arbres qui existent en République démocratique du Congo. Transformé en lieu de prière depuis un temps relativement long, où on demande 2500 francs avant d'accéder dans les cadres de prière et non pour observer la nature ou de connaître les différents arbres. Face à cette situation, une seule question est posée, celle de savoir pourquoi ces transformations de ces lieux très historiques pour les pays en lieu de prière. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a plus des arbres ou parce que ce sont les autorités qui en ont décidé ainsi? Dossier à suivre. Et pour boucler complètement cette session d'information, les habitants de la commune d'Ngiringiri, plus précisément de l'avenue Khartoum, s'inquiètent sérieusement concernant l'état de cet axe routier qui devient de plus en plus un casse-tête pour les habitants de ce coin de la capitale. Pour plus de détails, suivez cet élément de nos stagiaires. Le mauvais état de l'avenue à Kinshasa date de plusieurs années. Ici, nous sommes sur l'avenue Khartoum, dans la commune de Ngiringiri, précisément entre les avenues Makanza et Kassavubu, où les habitants de ce coin se plaignent de l'état impraticable de cette avenue. Pour cause, le manque de caniveau qui ne permet pas la bonne circulation des eaux des pluies. L'eau reste stagnée sur l'avenue et devient boueuse, empêchant ainsi la circulation des habitants et de passagers. Que ça lui coule le son vous répéter donc chance que tu me colles vous les autres le son va démolir la dame de toi vous le son la dame et ça déjà et ça la passe maman il les autres na ma solo ok donc si na biso ka nzelo ka ok bako bongisa biso nzelo so ko talibé ils allont peut pousser et badi so ba badi ko sala banda na pression ya nino ya Ils ont par ailleurs sollicité l'implication des autorités de la ville afin de résoudre ce problème qui pénalise la quiétude de la population vivant ce coin de la capitale. Enfin, complètement cette session d'information pour vous qui venez à peine de nous suivre. Nous vous laissons suivre le rappel des titres. Au revoir. Vous avez suivi le service national qui a procédé ce vendredi à la remise d'un premier lot de descendants à l'Institut du bâtiment et des travaux publics. Et puis le monde a célébré ce vendredi 11 octobre la journée internationale de la jeune fille sous le thème Vision des filles pour l'avenir. Le programme des obsèques du professeur Jean-Jacques Malimba se présente comme suit. Jeudi 10 octobre 2024 à 18h30, arrivée de la dépouille à l'aéroport international d'Ndjili par un régulier d'Air France et acheminement à la morgue des cliniques universitaires de Kinshasa.
Vendredi 11 octobre 2024, à l'Université de Kinshasa, 11h juste, séance académique et cérémonie de l'Ordre national des médecins. À la paroisse La Résurrection de Lemba Salongo, 16h30, messe d'action des grâces, 18h juste à 5h juste, veillée mortuaire. Samedi 12 octobre 2024, cérémonie funéraire en la salle Ave Maria, deuxième salle. 8h50, mise en place terminée. 9h juste, mise en bière et levée du corps. 9h15 à 11h juste, hommage et témoignage, mots de circonstances. Petits enfants, paroisse La Résurrection, Université de Kinshasa, Université catholique du Congo, Université technologique Bel Campus, Université Simon Kimbangu, Hôpital Monkole, Clinique présidentielle de la Cité de l'Union africaine, Clinique universitaire de Kinshasa, représentants de la famille, représentants des étudiants Unikin UCC Bel Campus Simon Kimbangu, représentants des professeurs Unikin UCC Bel Campus Simon Kimbangu, doyen Unikin UCC Bel Campus Simon Kimbangu, recteur Simon Kimbangu Bel Campus UCC Unikin. Dépôt de gerbes de fleurs, Absout, 11h40, départ pour l'animation au cimetière Chemin du Paradis. 14h juste, bain de consolation à la paroisse La Résurrection à Lemba Salongo. Pour la famille Mouboyaï. Tokili wa ebaki mbongwe, teba wa paku pokate.